Bonjour, Papa Madoun Gom. Bonjour. Merci d'accepter cette interview pour Educavox. Tu es administrateur des entretiens de l'excellence et président du club 21e siècle. Ce club est partenaire de l'organisation des entretiens de l'excellence ici à Strasbourg. Mais peux-tu me rappeler les objectifs de cette association que tu présides? Alors, je vais d'abord préciser une chose. Le club n'est pas partenaire des entretiens de l'excellence, le club a créé les entretiens de l'excellence. Donc, il y a un lien direct entre le club et les entretiens de l'excellence et ça fait partie des multiples opérations que nous menons. Alors, le club 21e siècle a été créé en 2004 avec pour objectif de montrer et de dire que la diversité est une chance pour la France. Parce que nous pensons que la diversité peut être mieux prise en compte dans la société française pour son développement, son rayonnement et sa cohésion. Mais quand tu dis nous, qui c'est ce nous au club 21e siècle? Alors, le club 21e siècle, c'est 350 membres aujourd'hui. C'est des personnes de toute origine, de milieux professionnels divers, avec une caractéristique qui est que les membres ont des responsabilités professionnelles relativement importantes. Donc ce sont des gens qui ont des postes plutôt de direction dans les entreprises, qui ont des postes de professeurs à l'université, qui sont investis dans la société civile. Donc ce sont des gens avec une certaine seniorité, on dirait, et qui sont de milieux très divers. Ils sont de milieux très divers, mais ils ont une caractéristique commune. La caractéristique commune, c'est qu'ils pensent comme les autres membres, que la diversité est un vecteur de la cohésion de la société. Donc ce n'est pas du tout une démarche communautariste, bien au contraire. C'est une démarche républicaine qui est de dire que chacun doit avoir sa place dans la République et que nous prenons un risque si nous ne prenons pas en compte cette diversité-là. Alors, en quoi, justement, la diversité est-elle une chance dans la mondialisation et dans le dialogue des cultures? Alors, cette diversité-là s'impose à nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qu'est la société française, quand on voit le rôle de la France dans le monde d'une manière générale et dans des relations économiques à travers le monde, qu'on peut peut-être qualifier de mondialisation, il est clair que cette diversité qui est la spécificité de la société française est un atout formidable pour le rayonnement de la France, un atout formidable pour le développement de la France, un atout formidable pour la consolidation des valeurs de la République. Alors justement, tu disais tout à l'heure que vous menez un certain nombre d'actions. Quelles sont justement ces actions du Club 21e siècle? Alors on pourrait peut-être en prendre quelques-unes. Oui, quelques-unes. Et puis les voir de façon plus approfondie. Effectivement, je vais peut-être pas toutes les citer, mais donner les grands axes. En fait, et peut-être les nouveaux axes que vous avez développés. Absolument. Les grands axes, d'abord, c'était... on a d'abord essayé de travailler sur des problématiques d'égalité des chances. C'est-à-dire qu'on s'est dit et on pense qu'il était important que l'ensemble des composantes de la société française aient les mêmes chances que les autres pour se développer dans la République. Et donc on a typiquement mis en place une opération comme les entretiens de l'excellence dans ce sens-là. Donner l'accès à l'enseignement supérieur au plus grand nombre. On a ensuite travaillé sur des problématiques autour de l'entreprise. Donc on a créé avec l'Université de Paris-Dauphine, une chaire de management de la diversité. On a créé une association française des managers de la diversité, donc avec un prisme, qu'est-ce que la diversité dans l'entreprise et comment est-ce qu'on gère cette diversité-là dans l'entreprise. Et enfin, on s'est appuyé sur ce qui paraît être une des forces du club, c'est-à-dire la diversité d'origine de ses membres, qui nous a permis de développer des opérations à travers des opérations comme le Young Mediterranean Leaders, à travers des opérations comme France-China Leaders, qui avaient pour objectif de mettre en contact des dirigeants français et des dirigeants de pays autres, autour du pourtour de la Méditerranée, autour de la Chine, et on est en train de travailler sur des projets
à l'étranger. On a déjà créé un club à Berlin, mais nous sommes en train de travailler sur un projet similaire à Barcelone et à Londres. Bref, donc on a voulu s'appuyer sur ce qui était la caractéristique du club, la diversité d'origine de ses membres, pour en faire aussi un atout pour la France dans la mondialisation. Très bien. Bon, les entretiens de l'excellence à Strasbourg, des entretiens d'excellence à Toulouse, vous déconcentrez, vous décentralisez les Oui, entretiens d'excellence? parce que si vous voulez, au moment où on a commencé à créer les entretiens de l'excellence, on était à Paris. Donc on a fait 2-3 opérations à Paris et on s'est dit qu'après tout, la problématique qu'on voulait traiter, qui était comment inciter les enfants de milieux défavorisés à accéder à l'enseignement supérieur de qualité, n'était pas qu'un problème parisien. On a donc commencé à travailler sur d'autres villes, Bordeaux, Marseille, Reims, Strasbourg évidemment, Rouen. Et d'ailleurs, c'était une expérience intéressante parce que là, on s'est rendu compte que si en région parisienne, il y a eu une vraie problématique autour des zones suburbaines, en province, il y a eu une vraie problématique autour des zones rurales. C'est-à-dire que c'est d'abord une problématique d'accès à l'information, d'environnement culturel qui donne accès à ces enseignements, et ça nous a permis aussi de corriger notre démarche d'information des établissements scolaires pour les attirer vers les entretiens de l'excellence, et on a pas mal travaillé dans le milieu rural. À Strasbourg, c'est l'ENA qui vous accueille. Absolument. À Paris, c'est Sciences Po. Oui. À Bordeaux, c'est également Sciences Po Bordeaux. Absolument. Vous visez des grandes écoles pour vous accueillir. En fait, comment se fait cet accueil? Comment se fait d'abord la discussion avec les responsables de ces grandes écoles? Comment vous êtes perçu et pourquoi vous visez ces grandes écoles? Je vais d'abord répondre à la dernière question, qui est essentielle, Bien sûr. qui est pourquoi est-ce qu'on veut aller dans des établissements prestigieux pour accueillir ces jeunes-là? On veut aller dans ces établissements prestigieux parce qu'on veut combattre l'autocensure, qui est, mine de rien, un élément essentiel du problème. Comment faire en sorte que les jeunes ne se disent pas « je ne peux pas faire tel type d'école, je ne peux pas faire tel type de formation », parce que ce n'est pas pour moi, parce que mes parents n'ont pas les moyens, parce qu'on a toujours une bonne raison de ne pas le faire. Donc on veut qu'ils s'approprient les lieux, qu'ils se rendent compte qu'en venant à l'ENA, eh ben, c'est le premier pas vers la possibilité de se dire « je peux y accéder ». Alors il ne suffit pas de mettre les pieds à l'ENA pour pouvoir faire l'ENA, évidemment, c'est pas ce que nous sommes en train de dire, mais on veut créer une espèce de déclic psychologique pour qu'ils se mettent dans une dynamique d'accès possible à ces enseignements-là. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose est qu'effectivement, il nous paraît important d'associer les grands établissements d'enseignement à notre démarche. Parce que finalement, ce qu'on veut, c'est que ces jeunes y arrivent. Et pour que ces jeunes y arrivent, il faut aussi que les établissements soient associés à notre démarche dès le départ. Et il y a des écoles comme l'ENA qui jouent un rôle important dans la formation en France, qui joue le jeu et qui nous aide énormément dans ce genre de démarche. Sciences Po Paris, vous l'avez cité, mais quand on a organisé à Pointe-à-Pitre notre opération, c'était l'université d'Antilles-Guyane qui nous avait reçus. Et on veut aussi montrer aux jeunes qui arrivent dans ces établissements qu'à côté d'eux, il y a des établissements d'enseignement de qualité qui sont prêts à les accueillir. Voilà pourquoi on tient à ce que ces entretiens de l'excellence se déroulent dans ces établissements. Bon, dernière question. Quel premier bilan, quel bilan transitoire, je dirais, vous tirez de ces opérations? Écoutez, aujourd'hui, on voit entre 5 et 6 000 jeunes tous les ans. On a décidé de mettre en place un dispositif de suivi de l'ensemble des jeunes qui rentrent dans notre dispositif, les entretiens de l'excellence. Alors, c'est quelque chose d'un peu lourd, parce que je vous ai dit que nous étions 350 membres. Suivre 5000 jeunes quand on est 350, ce n'est pas simple. Donc, on va y associer d'autres associations, mais l'idée est de pouvoir, à chaque fois qu'un jeune rentre dans le dispositif des entretiens de l'excellence, être sûr qu'il a un parrain qui le suive jusqu'au baccalauréat. Parce que ce dont on est sûr, c'est qu'une fois que les choix post-bac sont faits et que ce sont des choix de qualité, alors la partie est quasiment gagnée. Et ce qu'on veut, c'est que ces jeunes, une fois qu'on a allumé la flamme,
qu'on puisse garder la flamme allumée jusqu'au bout. Merci beaucoup, Bab. Merci.